Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui ne croit en rien trouve quelque chose qui ne devrait pas exister à 3 mètres sous terre? Un miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer à ce jour. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais beaucoup voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Vous connaissez ce genre d'homme qui se réveille avant même que le soleil n'ait effleuré l'horizon, celui qui boit son café noir, sans sucre, et quitte la maison sans dire un mot. Celui qui travaille 10, 12 heures par jour, rentre chez lui, réchauffe n'importe quel plat au micro-ondes dans une assiette ébréchée, et s'endort devant le bourdonnement de la télévision restée allumée. Léo Dubois, à 40 ans, était précisément cet homme-là. 18 de ses années passées assis dans le siège vibrant d'une pelleteuse, à creuser des tranchées et à déplacer des montagnes de terre sur des chantiers en périphérie d'Avignon. Les mains de Léo portaient des callosités comme des cicatrices de guerre, son dos était une carte routière de douleurs chroniques. Et sa petite maison de campagne. Eh bien, appeler cela un foyer serait un acte de grande générosité. Vous voyez ces maisons qui rappellent les chambres d'hôtel impersonnelles. Tout y est suffisamment organisé pour fonctionner, mais est complètement dépourvu de vie. Pas une seule photo accrochée au mur crépi, pas une plante verte sur le point de mourir sur le rebord d'une fenêtre, pas même une assiette oubliée dans l'évier qui trahirait une présence humaine. Le monde de Léo était un monde stérile, silencieux, ordonné par l'absence. Léo était divorcé depuis 4 ans. Son ex-femme, Chloé Martin, était partie après des années à essayer d'atteindre un homme qui semblait de plus en plus distant, emmuré dans une forteresse invisible. « Tu es là, mais tu n'es pas là », lui avait-elle dit lors de leur dernière dispute, les larmes brillant dans ses yeux. C'est comme serrer un mur dans mes bras. Il n'avait pas argumenté. Il ne l'avait pas supplié de rester. Il avait simplement hoché la tête, le regard vide, et l'avait regardé faire ses valises, chaque objet placé dans le carton sonnant comme un coup de marteau sur le cercueil de leur mariage. Mais il y avait une chose que Léo cachait à tout le monde, une chose qui détruisait lentement sa vie bien plus sûrement que le divorce, plus que la solitude, plus que tout le reste, la douleur. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui ne part jamais? Je ne parle pas d'un mal de tête passager ou d'une courbature après une journée éprouvante. Je parle d'une douleur qui se réveille avec vous, travaille avec vous, mange avec vous, dort avec vous. Une douleur qui devient si omniprésente que vous oubliez ce que c'était que de vivre sans elle. Léo souffrait d'une hernie discale, L4 ou L5. Le médecin avait dit, sévère, très sévère. Le dernier spécialiste qu'il avait consulté, le docteur Jean Leclerc, un homme à la franchise brutale, avait été direct. Monsieur Dubois, la chirurgie est une option, mais je dois être honnête. Étant donné l'emplacement et la gravité de la lésion, il y a un risque réel de complications. Nous parlons d'une possible perte de mobilité dans vos jambes, d'une paralysie partielle ou totale. Léo était resté silencieux pendant un long moment, le bruit de la pendule dans le cabinet médical semblant scander les secondes qui lui restaient avant de devoir prendre une décision impossible. « Et si je ne me fais pas opérer ?» avait-il demandé d'une voix rauque. Le docteur avait ajusté ses lunettes. La douleur continuera. Elle s'aggravera probablement. Vous aurez besoin d'analgésiques de plus en plus puissants. Dans quelques années, il est possible que vous ne puissiez plus travailler. C'était un choix entre 2 condamnations. Risquer de devenir paralysé ou accepter une vie de douleur chronique jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger de toute façon. Léo avait choisi la douleur. Ses collègues le remarquaient, bien sûr. Sa démarche était plus raide, il grimaçait parfois en descendant de sa machine. Mais personne ne disait rien. Léo n'était pas le genre d'homme qui acceptait l'aide. Il n'était pas du genre à montrer sa faiblesse. « Ça va », disait-il quand quelqu'un s'enquérait. « Juste mal dormi. » Toujours la même réponse. Toujours le même mensonge. C'est un mardi de septembre, sous le soleil encore chaud de la Provence, que tout a commencé à changer. Le chantier était un nouveau complexe commercial, un projet d'envergure qui s'étalerait sur des mois. Léo manœuvrait sa pelleteuse depuis 7 heures du matin. Le travail était routinier, presque méditatif dans sa monotonie. De la terre, des pierres, encore de la terre. Le godet de la pelleteuse mordait le sol ocre et recrachait des tonnes de matériaux dans le camion benne à côté. Léo faisait cela en pilote automatique, son esprit ailleurs, tandis que son corps exécutait les mouvements qu'il connaissait depuis près de 2 décennies. Il était environ 10 heures du matin quand c'est arrivé. La pelleteuse s'est bloquée.
Ce n'était pas le bruit d'un moteur qui cale. Ce n'était pas une surchauffe. La machine s'est simplement arrêtée, le bras hydraulique figé en pleine action, comme si elle avait heurté quelque chose d'infranchissable. Léo fronça les sourcils, un pli d'agacement sur son visage buriné. Il essaya de nouveau. Le godet s'abaissa de quelques centimètres et se bloqua à nouveau, avec un bruit sourd et mat. Soupirant, il coupa le contact, le silence soudain semblant assourdissant après le vacarme du moteur. Il descendit de la cabine, la douleur dans son dos protestant à chaque pas, et se dirigea vers la zone d'excavation pour regarder dans le trou. À première vue, il n'y avait rien de spécial. Juste de la terre sombre et quelques roches. Mais lorsque Léo se pencha, s'accroupissant avec précaution pour regarder de plus près, il vit quelque chose de différent. Une surface trop lisse pour être une pierre naturelle, d'une couleur trop claire pour être une racine ou un débris de construction. Qu'est-ce que c'était? C'est Stéphane Leroy, l'ingénieur du chantier, qui s'approcha, son casque de sécurité à la main et une expression d'impatience non dissimulée sur le visage. Un problème, Dubois? Il y a quelque chose là-dessous, dit Léo en désignant le fond du trou. La machine ne passe pas. Leroy jeta un coup d'œil dans le trou et soupira. C'est probablement un rocher ou un bloc de béton d'une vieille construction. Ça arrive. Ça ne ressemble pas à de la roche, insista Léo. Alors creusez à la main et découvrez ce que c'est. On ne peut pas prendre de retard sur le planning, trancha Leroy avant de tourner les talons. Léo attrapa une pelle et commença à creuser autour de l'obstacle. Deux autres ouvriers vinrent l'aider, piqués par la curiosité. À chaque pelletée de terre, une plus grande partie de cette étrange surface apparaissait. Ce n'était pas de la roche. Ce n'était pas du béton. C'était blanc, lisse, avec des formes qui semblaient sculptées. Mon Dieu, murmura l'un des ouvriers. Léo continuait de creuser, maintenant avec plus de soin, presque avec délicatesse. Et progressivement, la forme commença à se révéler dans son intégralité. D'abord un visage, serein, aux yeux clos, puis un voile couvrant des cheveux délicatement ondulés, des mains jointes en prière, et un manteau qui descendait en plis délicats. C'était une statue de la Vierge Marie, de près d'1,80 m de haut, d'apparence ancienne, mais intacte, parfaitement intacte, comme si elle avait été enterrée là la veille, et non il y a des décennies, peut-être des siècles. Léo recula, ne comprenant pas ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de différent, un sentiment de stupeur et de respect qui le laissait sans voix. Les détails étaient impressionnants, d'une finesse incroyable. Les plis du manteau semblaient réels, comme si le tissu pouvait bouger à tout moment. Les mains, jointes en prière, avaient des doigts délicats, des ongles parfaits. Et le visage. Le visage avait une expression d'une paix si profonde que Léo sentit l'envie de détourner le regard. Avez-vous déjà vu quelque chose de si beau que cela vous fait mal? C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? La beauté ne devrait pas causer de douleur, mais parfois, elle le fait. Parfois, vous voyez quelque chose de si pur, de si parfait, que cela vous fait réaliser à quel point vous êtes vous-même brisé. Léo n'a pas pensé à cela à ce moment-là. Il l'a juste ressenti, comme un coup de poing dans l'estomac. Les autres ouvriers reculèrent, certains faisant le signe de croix. L'un d'eux, un homme plus âgé nommé Pierre Bernard, un homme dont la foi était gravée sur son visage autant que ses rides, enleva sa casquette et inclina la tête avec révérence. C'est un signe, murmura Pierre. Léo ne dit rien. Il ne croyait pas au signe. Stéphane Leroy s'approcha, son visage un mélange de surprise et d'irritation. Qu'est-ce que c'est que ça? Une statue, dit Léo, toujours en regardant le visage serein de l'image de la Vierge Marie. Je vois bien que c'est une statue, Dubois. La question est, qu'est-ce qu'on en fait? Léo ne répondit pas. Il était trop occupé à observer la pièce. Il y avait quelque chose à son sujet qui captait son attention. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle soit enterrée à 3 mètres de profondeur dans un sol qui ne devrait contenir que de la terre et de la pierre. C'était autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Sortez-moi ça de là, ordonna le roi. Jetez-la quelque part. On doit continuer à travailler. La jeter? Protesta Pierre. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Appelez un musée. C'est un chantier, Dubois. Pas une fouille archéologique.
C'est probablement une vieille pièce que quelqu'un a enterrée il y a 50 ans. Ça ne vaut rien. Léo regarda à nouveau la statue. Mais si c'était le cas? Léo n'était pas religieux. Il n'allait pas à l'église, ne priait pas, ne croyait en rien au-delà de ce qu'il pouvait voir et toucher. Mais il savait qu'il y avait des collectionneurs qui payaient des fortunes pour des antiquités religieuses. Et cette statue avait l'air ancienne, très ancienne. Je la prends, dit-il sur une impulsion. Le roi haussa les épaules. Faites ce que vous voulez. Débarrassez-la juste de mon chantier. Avec l'aide de 2 collègues, Léo sortit la statue du trou. Elle était lourde, mais pas autant qu'elle en avait l'air. Ils la transportèrent jusqu'à sa camionnette et la placèrent avec précaution dans la benne, sur de vieilles couvertures. Pendant tout le processus, Léo ressentit quelque chose d'étrange, une sensation qu'il ne pouvait identifier, comme s'il était observé. N'importe quoi, se dit-il. C'est juste une statue. Ce jour-là, Léo rentra chez lui plus tard que d'habitude. Avec effort, grimaçant de douleur, il traîna la statue de la camionnette jusque dans son garage. Il la plaça appuyée contre le mur, entre les outils et de vieilles boîtes en carton. Que allait-il en faire? Le plan initial était de faire des recherches sur sa valeur et de la vendre à un collectionneur. Mais maintenant, en regardant ce visage serein sous la faible lumière du garage, Léo ressentit une étrange hésitation. Demain, pensa-t-il. Demain, je verrai ça. Cette nuit-là, Léo dormit mal. La douleur dans son dos était pire que d'habitude, une brûlure lancinante qui l'empêchait de trouver une position confortable. Il se réveilla plusieurs fois, le corps en sueur. À 3 heures du matin, il abandonna l'idée de dormir. Il alla dans la cuisine, prit un cachet avec un verre d'eau et s'assit dans le noir. Il pensa à la statue. Pour une raison quelconque, il n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Tu deviens fou, se dit-il à voix basse dans le silence de la maison. C'est juste un morceau de pierre. Mais quand l'aube se leva, teintant le ciel de Provence de rose et d'orange, et que Léo alla dans le garage, la première chose qu'il fit fut de la regarder à nouveau. La lumière matinale entrait par la fenêtre sale et illuminait la statue d'une manière différente. Léo pouvait voir les détails maintenant, les plis délicats du manteau, l'expression de sérénité absolue, les mains qui semblaient si réelles qu'on avait envie de les toucher. Il s'approcha, étendit la main et toucha la surface de la statue. C'était froid. Normal. Ce n'était que de la pierre. Mais pendant une seconde, juste une seconde, Léo sentit quelque chose. Un picotement au bout de ses doigts. Une sensation de chaleur qui remonta le long de son bras. N'importe quoi, répéta-t-il, secouant la tête. Ton esprit te joue des tours. Il partit travailler. Les jours qui suivirent furent normaux. Ou du moins, ils semblaient normaux. Léo se rendait au chantier, manœuvrait sa pelleteuse, rentrait chez lui. La statue restait dans le garage, dans le même coin où il l'avait laissée, accumulant la poussière avec les outils. Il n'avait toujours pas fait de recherche sur sa valeur. Il n'avait toujours pas appelé d'antiquaire ou de collectionneur. Il y avait toujours une excuse. Il était fatigué. Il le ferait demain. Il n'avait pas la tête à ça. La vérité, c'est que quelque chose l'en empêchait. Une résistance qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est le 5e jour que Léo remarqua quelque chose d'étrange. La douleur était différente. Elle n'avait pas disparu. Elle était toujours là, pulsant à la base de sa colonne vertébrale comme toujours, mais elle semblait plus petite, moins intense, comme si quelqu'un avait baissé le bouton du volume de quelques crans. Léo fronça les sourcils. Il essaya de se souvenir s'il avait fait quelque chose de différent, pris un nouveau médicament, dormi dans une position différente. Rien. Ce doit être mon imagination, pensa-t-il. Un bon jour. Tout le monde a de bons jours. Mais le lendemain fut aussi un bon jour. Et le surlendemain, et le jour d'après. La 2e semaine, Léo remarqua autre chose. Il bougeait différemment. Il ne marchait plus voûté. Il ne s'appuyait plus sur les choses pour se lever. Son corps s'était souvenu comment bouger sans anticiper la douleur à chaque instant. 3 semaines plus tard, Léo prit rendez-vous avec le médecin. Il ne voulait pas le faire. Il n'aimait pas les médecins. Il n'aimait pas les examens. Il n'aimait pas s'asseoir dans les salles d'attente à lire de vieilles revues.
Mais il devait comprendre ce qui se passait. La douleur avait continué à diminuer. Elle n'avait pas complètement disparu, mais elle était à un niveau que Léo n'avait pas connu depuis des années. Il pouvait travailler une journée entière et avoir encore de l'énergie en rentrant chez lui. Ce n'était pas normal. Cela n'avait aucun sens. Le médecin était le même qui avait posé le diagnostic initial. Le docteur Jean Leclerc, un homme de 60 ans avec des lunettes à monture épaisse et une expression permanente d'inquiétude professionnelle. Monsieur Dubois, dit-il quand Léo expliqua la situation, les hernies discales ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Pas comme ça. Je dois faire de nouveaux tests. Léo passa les tests, une IRM, tout ce que le médecin demanda. Une semaine plus tard, il était de retour au cabinet. Le docteur Leclerc était assis derrière son bureau avec une expression que Léo n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de confusion et d'émerveillement. Monsieur Dubois, je dois être honnête. Je ne comprends pas ce que je vois ici. Léo sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Qu'est-ce que c'est? Le docteur Leclerc afficha les images sur l'ordinateur. Ceci, ici, est votre IRM d'il y a 6 mois, dit-il en pointant l'écran. Vous pouvez voir clairement la hernie, L4 ou L5, comme je l'avais diagnostiqué. Sévère. Léo hocha la tête. Il se souvenait de cette image, se souvenait comment il l'avait fixée, essayant de comprendre comment quelque chose de si petit pouvait causer tant de douleur. Et ceci, continua le docteur Leclerc, est votre IRM d'hier. Il mit une autre image à l'écran. Léo regarda, puis regarda à nouveau, et ne comprit pas. Où est la hernie? Le docteur Leclerc secoua la tête. C'est exactement ce que j'essaie de comprendre. Elle est toujours là. Mais regardez, comparez les deux images. La protrusion a régressé de manière spectaculaire. La compression sur le nerf est minime maintenant. Cela n'a aucun sens, monsieur Dubois. Les hernies discales ne régressent pas de cette façon. C'est médicalement inexplicable. Léo resta silencieux un long moment, le cœur battant à tout rompre. Alors, je n'ai pas besoin d'opération? Le docteur Leclerc hésita, passant une main sur son front. D'après ce que je vois maintenant, non. Léo quitta le cabinet dans un état de choc. C'était impossible. Des choses comme ça n'arrivaient pas. Pas dans la vraie vie, pas à lui. Mais c'était en train d'arriver. Une semaine plus tard, un samedi matin, Léo entra dans le garage pour chercher un tournevis. Il allait réparer un robinet qui goûtait depuis des mois. C'est alors qu'il le sentit. L'odeur de rose. Léo s'arrêta au milieu du garage. Il regarda autour de lui. La statue était à la même place que toujours. Mais l'odeur, c'était impossible. Le garage sentait toujours l'huile de moteur, la graisse, la poussière, la vieille essence. Il n'y avait pas une seule fleur à l'intérieur. Il n'y avait rien qui puisse expliquer cet arôme. Mais il était là, fort, réel, indubitable. Des roses fraîches, comme si quelqu'un venait de placer un énorme bouquet juste devant lui. Léo sentit son cœur s'emballer. Il s'avança vers la statue, suivant l'odeur. Plus il s'approchait, plus elle devenait forte. Et puis il sentit autre chose. De la chaleur. Une chaleur douce qui enveloppa Léo comme une couverture, comme une étreinte. Et puis il la vit, de l'autre côté du garage. Une femme. Léo cligna des yeux. La femme était toujours là. Ce n'était pas une ombre. Ce n'était pas son esprit fatigué qui lui jouait des tours. C'était réel. Elle portait un manteau bleu qui semblait fait de ciel étoilé. Une tunique blanche qui brillait doucement même sans source de lumière. Ses mains étaient tendues dans un geste d'accueil. Mais c'est le visage qui fit que Léo cessa de respirer. Une beauté qui vous faisait vous souvenir de tout ce qui était pur et bon dans le monde. Les dimanches matins de l'enfance. Le sourire de votre mère. L'odeur d'un gâteau dans le four. Toutes les choses simples et parfaites que vous aviez oubliées. Et les yeux, qui le regardaient directement, pleins d'une compassion si profonde que Léo sentit qu'elle pouvait voir chaque blessure, chaque douleur, chaque moment de désespoir de sa vie. Chaque fois qu'il avait menti,
chaque fois qu'il s'était refermé sur lui-même, chaque fois qu'il avait choisi la solitude parce que c'était plus facile que de risquer d'être blessé. Elle voyait tout. Et pourtant, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de l'amour. Un amour si grand que Léo ne savait pas qu'il pouvait exister. Un amour qui ne demandait rien en retour, qui n'exigeait pas qu'il soit meilleur ou plus fort ou plus digne, qu'il acceptait simplement, exactement tel qu'il était. Léo voulut dire quelque chose, mais il ne put pas. Les mots moururent dans sa gorge. Et puis, sans savoir pourquoi, il se souvint. Sa mère, Marie Dubois, partie depuis 12 ans maintenant. Elle avait été profondément dévouée à la Vierge Marie et priait le chapelet tous les soirs pour Léo. Y penser était encore trop lourd. Il avait tout enterré, les souvenirs, les objets, les prières, non pas parce qu'il n'aimait pas sa mère, mais parce qu'il avait eu le sentiment que cette foi si sincère n'avait pas pu la sauver de la maladie. Après son départ, il avait simplement fermé son cœur à double tour. Maintenant, 12 ans plus tard, Léo sentit quelque chose se briser en lui, et il tomba à genoux sur le sol en béton froid. Les larmes vinrent. 12 ans de larmes pour la mère qu'il n'avait jamais vraiment pleuré. Pour le mariage qu'il avait laissé mourir. Pour la vie qu'il avait gâchée, enfermée en lui-même. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant, sans honte, sans essayer de s'arrêter. Et pendant tout ce temps, il sentit ce regard sur lui, cet amour qui ne demandait rien en retour. Quand il réussit enfin à lever la tête, la femme n'était plus là. Mais le parfum des roses demeurait. Ce même week-end, Léo commença à travailler dans son jardin. Il n'avait pas grand-chose. Un lopin de terre derrière la maison qui avait été abandonné pendant des années, envahi par les mauvaises herbes et les débris. Mais c'était suffisant. D'abord, il défricha tout, arracha les mauvaises herbes, enleva les détritus, prépara le sol. Ensuite, il construisit une base en béton. Simple, mais solide. Un endroit digne. Il transporta la statue du garage au jardin et la plaça sur la base. Mais Léo n'avait pas fini. Le lendemain, il se rendit dans une jardinerie. Il ne comprenait rien au jardinage. Il n'avait jamais rien planté de sa vie. Mais il savait exactement ce qu'il voulait. Des roses. Il acheta des rosiers blancs et rouges. Il acheta du terreau enrichi, de l'engrais, des outils de jardinage. Quand il eut terminé, il resta debout à regarder ce qu'il avait créé. La statue de la Vierge Marie, entourée de roses. C'était simple, mais c'était beau. Pour la première fois depuis des années, Léo ressentit quelque chose qu'il avait oublié. La paix. Les mois qui suivirent apportèrent des changements que Léo n'aurait jamais imaginés. La douleur continua de diminuer. Elle ne disparut pas complètement. Il y avait encore de mauvais jours, mais ces jours devenaient de plus en plus rares. Mais la guérison physique ne fut pas le seul changement dans la vie de Léo. Il commença à parler davantage avec ses voisins. Des gens qui vivaient à côté de lui depuis des années et qu'il n'avait jamais salués. Il commença à dire bonjour, à accepter des invitations à des barbecues, à offrir son aide quand il voyait quelqu'un en avoir besoin. Un soir, Léo fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela Chloé. Pas pour essayer de la reconquérir, pas pour lui demander de revenir. Juste pour s'excuser. Je sais que je n'ai pas été un bon mari, dit-il, la voix tremblante. Je sais que tu as essayé et que je ne t'ai pas laissé faire. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant, et que je suis désolé. Chloé ne revint pas. Le mariage était terminé depuis bien trop longtemps pour être réparé. Mais la conversation se termina bien, sans ressentiment, sans colère, avec quelque chose qui ressemblait à de la paix. Et c'était suffisant. Parfois, assis dans son jardin à regarder la statue entourée de roses, Léo lui parlait. Pas des prières formelles, juste des conversations sur la journée, sur le travail, sur sa mère qui lui manquait. Et parfois, juste parfois, quand le vent soufflait juste de la bonne manière et que les roses se balançaient doucement, Léo aurait pu jurer qu'il sentait à nouveau ce regard, cet amour qui ne demandait rien en retour. Un an après avoir trouvé la statue, Léo était sur un nouveau chantier, un autre grand projet. Il manœuvrait la pelleteuse lorsque la machine cala. Léo sourit. Il descendit de la cabine et alla vérifier. Mais alors qu'il marchait vers l'endroit où la pelleteuse s'était arrêtée, il pensa à la façon dont sa vie avait changé depuis ce mardi de septembre. Il avait trouvé une statue.
Il avait voulu la vendre pour de l'argent, et elle lui avait donné quelque chose qu'aucune somme d'argent au monde ne pourrait acheter, la guérison, la paix, la foi. La foi de savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées, des mystères qui n'ont pas besoin d'être résolus, une grâce qui n'a pas besoin d'être méritée. Léo regarda le trou dans la terre. C'était juste un rocher normal. Mais il sourit quand même. Parce que maintenant, il savait. Parfois, les choses s'arrêtent pour une raison. Et parfois, ce que vous trouvez à 3 mètres sous terre est exactement ce dont vous avez le plus besoin. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière pour la Vierge Marie. Un espace de foi et d'espérance où des gens du monde entier s'unissent pour prier et partager les grâces reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne dès aujourd'hui et venez prier avec nous. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la toute fin de l'histoire de Léo, faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, les roses, le parfum qui a tout changé. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment atteint. Et chaque fois que je lirai ces mots dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Écrivez dans les commentaires un miracle dont vous avez déjà été témoin ou que vous avez vécu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui.